Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Royal Enfield Himalayan 450 de 2024. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'une moto toute neuve. Elle sort à peine de rodage. Et ça, bien sûr, c'est possible grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à braver la météo pour me ramener cette toute nouvelle machine. Merci à lui. Donc si vous vous souvenez, il y a de ça environ 2 ans, j'avais eu l'occasion de tester l'ancêtre de cette moto, la Himalayan 410, qui était donc une moto conçue pour faire du chemin, de la voie verte, enfin une moto trail vraiment très peu chère. À l'époque, elle était distribuée à partir de 4 500 € et c'était une moto assez peu performante. Aujourd'hui, Royal Enfield renouvelle un peu sa gamme, même s'il est vrai, l'autre modèle est toujours en vente. Mais là, on a une moto un peu plus balèze. Ils ont mis un nouveau moteur dans cette machine qui maintenant a une cylindrée de 452 cm3. Et vous voyez également qu'au niveau de l'esthétique, la moto paraît bien plus moderne. On va voir bien sûr si elle est meilleure que la 410. Bon, je tiens à le repréciser pour ceux qui l'auraient oublié, Royal Enfield, il s'agit d'une marque indienne. C'est donc une moto, on va dire, entrée de gamme, low cost. Mais néanmoins, quand on regarde la finition globale de ce modèle, eh bien, c'est plutôt flatteur pour le prix. C'est vraiment pas mal. Surtout aujourd'hui, dans ce coloris noir et or, qui est d'ailleurs le seul coloris qui propose les jantes dorées. Une petite particularité que personnellement j'adore. Donc comme je vous le disais, ce trail est motorisé par un nouveau moteur chez Royal Enfield. Il s'agit d'un monocylindre, un 452 cm3 avec injection et refroidissement liquide. Mais contrairement aux anciens moteurs, il ne s'agit plus d'un moteur longue course. Là, c'est un moteur beaucoup plus classique. Et d'ailleurs, c'est un moteur avec un double arbre à cam en tête. Celui-ci développe 40 chevaux. La moto, elle, fait quasi le même poids que sa devancière. On a 200 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 17 litres dans le réservoir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette moto est toute neuve, hein, elle sort de rodage, elle a actuellement un peu plus de 700 km au compteur. Faut savoir que sur ce modèle, le rodage dure 500 km. Et la moto est strictement d'origine. Elle n'a aucune accessoirisation ou personnalisation. Elle est vraiment telle que vous pourriez la voir en concession. Et donc vous pouvez voir que d'origine sur ce modèle, on a des barres de protection. Elles sont quand même plus petites que sur la génération précédente. Sur la 410, les barres descendaient beaucoup plus bas. Et on a aussi un petit porte-paquet à l'arrière. Alors, vu qu'on est sur un trail, forcément, la position est très droite. La selle n'est pas trop haute. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle est réglable sur 2 positions. Actuellement, elle est bien sûr réglée au plus bas, vu que moi, je ne suis pas très grand. Et ça permet, pour quelqu'un comme moi d'1,70 m, d'être tout de suite à l'aise. Le guidon est extrêmement large, le réservoir lui est relativement fin au niveau de l'entrejambe, on peut facilement le serrer et faire corps avec la moto. La selle, comme je vous l'ai dit, est assez basse, par contre elle n'est pas vraiment confortable. Mais donc vous aurez compris que on a vraiment une position de trail, on est tout de suite dans une position de maîtrise de la machine. On se sent bien, on se sent à l'aise. Et les repose-pieds sont dans une position neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc franchement, on est tout de suite confortablement installé. Et bien sûr, cette position très droite permet, lorsque c'est nécessaire, de se retourner efficacement afin de vérifier les angles morts. On a aussi les 2 rétros qui sont présents. Ils sont assez petits par contre, ces rétros. Ils ont un look un peu vintage, ils sont simples, ils sont tout simplement ronds. Et malheureusement, j'ai facilement un bon tiers de chaque miroir qui reflète mes bras. Bon, je suppose que vous voyez les arbres devant moi qui bougent énormément. On a un avis de tempête aujourd'hui. Je fais toujours mes tests dans les meilleures conditions.
Donc ne soyez pas surpris si vous voyez ma trajectoire gigoter un petit peu aujourd'hui. En plus la route est extrêmement humide, il pleuvait encore il y a à peine 10 minutes. Une particularité esthétique sur ce modèle, voyez que l'échappement est extrêmement petit. C'est un échappement qui semble être en inox, il est assez bas, placé à l'arrière du côté droit, mais c'est surtout sa taille très réduite qui est surprenante, surtout à l'heure actuelle où avec la norme Euro 5+, on a des motos avec des échappements assez volumineux. La sonorité par contre est très quelconque, même lorsqu'on monte dans les tours, on l'entend assez peu ce moteur. Pour l'instant j'évolue en agglomération, je reste à peu près 50. Je suis le plus souvent en train d'évoluer entre 2 et 3000 tours. Le moteur semble quand même relativement souple. On peut rouler à bas régime sans que ça cahote. Ici nous sortons de l'agglomération. Je vais accélérer un petit peu pour suivre ces véhicules. Allez, on accélère. Vous voyez que ça prend des tours sans rechigner. C'est pas exubérant non plus, hein. Pour l'instant ça marche pas mal et j'arrive très rapidement à 80. Là je me suis mis en 6ème, je suis stabilisé à un peu moins de 4000 tours. Vous pouvez voir que devant moi on a un petit pare-brise, un petit saut de vent en plexiglas. En fait il est juste là pour décorer et aussi peut-être pour protéger le compteur, mais ça n'apporte vraiment aucune protection. Là que je sois assis ou debout, j'ai exactement le même volume d'air qui arrive sur moi. Maintenant j'arrive sur le passage à basse vitesse que vous connaissez très bien si vous suivez régulièrement mes vidéos. Donc je suis redescendu en 2ème, je suis à 20 km/h. La moto se maîtrise assez facilement. On sent bien quand même qu'elle est relativement lourde, hein. 200 kg pour la catégorie, c'est pas un poids plume, mais ça se manœuvre assez facilement. Vous voyez que on a vraiment des pneus avec des dimensions conçues pour pouvoir faire du tout-terrain. À l'avant, c'est une roue en 21 pouces, en 90 de large au niveau du pneu, et à l'arrière, par contre, c'est une roue en 17, en 140. Donc ce sont des tailles assez modestes. Et vous voyez que ce sont des pneus indiens. Donc les amis, on est de nouveau ici pour tester l'accélération. Faut pas s'attendre à des performances de premier plan, c'est pas c'est pas la caractéristique première de cette moto. Elle fait, je rappelle, 40 chevaux pour 200 kg, plus mes grosses fesses dessus. On a l'ABS, il n'y a pas de traction control sur cette machine. On a des modes, mais par contre je ne comprends pas l'utilité de ces modes. Parce que on a un mode performance, ensuite un mode éco, et puis c'est tout. Donc je vois pas trop l'intérêt de me mettre en mode éco. Je vais rester en mode performance, c'est déjà pas une très grosse cylindrée. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, let's go. Alors, j'ai été assez surpris, je pensais me prendre le rupteur, et en fait le moteur monte quand même assez haut dans les tours, on peut monter jusqu'à 8000. Il n'y a pas une réelle zone rouge identifiée, c'est uniquement l'aiguille qui devient rouge en montant dans les tours. Je vais refaire l'accélération dans l'autre sens, là je suis même pas sûr d'avoir atteint les 100 km/h en fait. J'étais pas assez concentré sur l'affichage. En fait le problème c'est que quand on regarde devant nous, le compteur est un peu trop bas en fait. Il faut vraiment qu'on baisse les yeux pour avoir notre vitesse. J'aurais préféré que la vitesse soit affichée un peu plus haute dans le compteur. Bon, maintenant que je suis ici, je vous montre un demi-tour. Donc vous voyez que si j'essaie de mettre les deux pieds au sol, je suis sur la pointe des pieds même avec la selle basse. Le mieux pour moi c'est de rester avec un pied à plat.
Je braque à fond, l'angle de braquage a l'air vraiment pas mal. Même procédure qu'habituellement, je mets la moto bien droite juste pour vérifier l'angle de braquage. Et ça braque plutôt pas mal, on se retrouve pile sur l'autre fil. Maintenant on va recommencer l'accélération, puis on va tester le freinage. Mais il va falloir que je reste raisonnable, vu que vous voyez c'est extrêmement humide et boueux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, c'est quand même relativement long pour monter à 100 km/h. Maintenant je freine, alors le frein arrière est très sensible, on y touche à peine, ça freine déjà pas mal. Et le frein avant lui aussi est plutôt bon. C'est du matériel de chez Bybre, donc la division indienne de Brembo. Et ça me fait beaucoup penser en fait à la sensation que j'ai eue lorsqu'il y a quelques temps j'ai testé la Speed 400 de chez Triumph, qui elle aussi était équipée de freins de chez Bybre qui semblent assez équivalents. Donc la sensation est pas trop mauvaise, l'efficacité est là. Par contre moi ce qui me gêne un peu sur cette moto, c'est que les leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, ne sont pas réglables en écartement. Et malheureusement pour moi, je trouve que l'embrayage est un peu loin. Allez, un petit rond-point. Bon, j'y vais lentement, hein, parce que de toute façon, vous voyez que la route est vraiment détrempée. Je me demande si je vais pas me rechoper une averse. Et si il se remet à pleuvoir, j'espère que ça ne va pas trop nuire à la caméra, que vous continuerez de bien voir. Il y a aussi énormément de vent. Pour l'instant, le moteur, je le trouve assez comparable à ce qu'on a chez Triumph, mais peut-être un petit peu moins rageur. On sent qu'il a un peu plus de cylindrée, que ça se travaille à assez bas régime. Et c'est quand même très différent si on doit comparer par exemple au moteur indien qu'il y a dans la gamme KTM 390. La gamme KTM est, elle, bien plus performante, bien plus sport. Là, c'est une machine un peu plus consensuelle, dirons-nous. Concernant les commodos, ils ont fait un choix esthétique un peu à l'ancienne. Vous voyez qu'on a des commodos rotatifs pour gérer l'éclairage. Sur la gauche, on a aussi bien sûr les clignotants. On a un bouton pour naviguer dans les menus du tableau de bord. Sur la droite, un autre bouton rotatif qui sert de démarreur et coupe-circuit, ainsi qu'un bouton mode pour changer bien sûr les modes. Et j'allais oublier, on a aussi le feu de détresse. Le compteur, lui, est assez joli. On a un écran à cristaux liquides couleur qui est rond. C'est plutôt joli. C'est plutôt bien intégré dans le design de la moto. Par contre, même si les infos sont pléthoriques et relativement faciles à lire, c'est la navigation dans les menus qui, elle, n'est pas intuitive du tout. Il est parfois assez compliqué de retrouver certaines informations. Il faut vraiment avoir l'habitude de ce modèle pour pas se perdre dans les différents menus. Sachez également que si vous le désirez, vous pouvez afficher le GPS sur cet écran afin d'avoir de la navigation. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais sachez que ça nécessite d'avoir une application sur votre téléphone et le téléphone en permanence relié à cet écran. L'écran n'est pas autonome. On peut voir d'ailleurs qu'ils ont installé d'origine une petite prise USB type C afin de pouvoir recharger votre téléphone et pas perdre toute votre batterie bêtement. Alors, voyons si ce moteur est souple. Je rappelle qu'il s'agit d'un monocylindre. Alors là, actuellement, je suis à un peu plus de 2000 tours en deuxième. Bon, ça reprend sans problème. Je mets la troisième, je suis à 2000 tours et là, ça commence déjà à saccader. Donc le seuil de souplesse, c'est 2000. Ce qui est tout à fait normal avec ce genre de motorisation. Mais gardez bien en tête que bien que ce moteur soit capable de monter à plus de 8000 tours, on peut rester essentiellement entre 2 et 4000 lors d'un usage normal. On n'est pas obligé de cravacher le moteur
Là, vous voyez qu'en ville, je suis le plus souvent à peu près à 3000. Ah, je suis vraiment surpris par le frein arrière. Hein. Il freine super bien. On touche à peine et ça commence à ralentir. Personnellement, j'aime beaucoup. Ici, je sors de l'agglomération, je suis en 3e à 40, c'est en forte montée, j'accélère fort. La sonorité devient un peu plus sympa une fois qu'on dépasse les 5000 tours lorsqu'on est en charge. Vous voyez donc que c'est efficace. Maintenant, je ralentis, de nouveau le frein arrière freine très bien. J'arrive à 30 km/h sur ce Dodan. C'est relativement ferme, je m'attendais à quelque chose de plus mou. À l'avant, on a une grosse fourche inversée de chez Showa. Elle n'est pas réglable par contre. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur qui lui est réglable en précharge. Alors, je vais essayer de prendre le prochain Dodan un petit peu plus rapidement. Là, j'arrive à 45. Franchement, non, c'est vraiment bon parce que là, c'est pas tape-cul, c'est pas désagréable. Même sur un gros choc à 45-50, ça l'encaisse sans aucune difficulté. La suspension est surprenante. Pour une moto entrée de gamme, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mou. Maintenant, nous arrivons dans une succession de virages. Comprenez bien que je dois rester très méfiant. La route est intégralement recouverte de pluie et par endroits de boue et de feuilles. Vive l'automne en Normandie. Et ces rafales de vent, oh putain. Bon, de nouveau, sinon les freins sont plutôt rassurants. La suspension réagit elle aussi assez bien. Pour l'instant, je dirais que le seul facteur limitant pour moi, c'est la confiance que je peux avoir dans ces pneus. Je vais pas dire qu'ils sont mauvais, parce que j'ai pas réellement eu de perte d'adhérence, mais je sais pas, j'ai du mal à leur faire confiance à ces pneus. Ah, là il y a du monde sur le côté, les chasseurs. Heureusement que j'arrivais pas trop vite. Bon, malheureusement je peux pas vraiment vous dire ce que ça donne dans une utilisation vraiment sportive, vu que les conditions ne me le permettent pas. Mais je pense que ça devrait être pas trop mal, même en haussant un peu le rythme, parce que la moto est quand même pas trop mal équipée, hein. Le frein, les suspensions, tout va bien. Et la boîte de vitesse aussi fonctionne très très bien, hein. C'est une boîte 6, il n'y a pas de shifter, mais les rapports passent très très bien, il n'y a pas de brusquerie, il n'y a pas de claquement, ça marche vraiment très très bien. Allez, ici j'essaie de suivre ces autres véhicules. Bien sûr, ça se fait sans difficulté. On a bien plus de réserve de puissance qu'avec la Himalayan 410 qui elle a été vraiment à la peine dès qu'on avait besoin de réaccélérer très fort. Bon, par contre j'avoue que le manque de protection au niveau de l'air est quand même assez vite pénible. J'ai énormément de remontées d'air sur le torse, même dans le casque. Parce que vous ne devez pas le savoir, mais moi mes tests je les fais casque grand ouvert, sinon vous ne m'entendriez pas. Et on est encore sous la pluie les amis. Ce qui est rassurant avec ce moteur, c'est que finalement pour un monocylindre, il renvoie assez peu de frein moteur. Donc on n'a pas forcément peur de bloquer la roue arrière. C'est vraiment une moto facile à utiliser et à appréhender pour un débutant. On va maintenant faire un passage sur l'autoroute, comme d'habitude. Bon, il semble qu'il n'y ait pas trop de monde. On va pouvoir s'engager. J'accélère un peu fort. Et je passe la 6. Donc on sent tout de suite que c'est
pas une moto conçue pour la vitesse max, car là je suis à peine à 100 km/h en 6ème, je suis déjà à 5000 tours. Je vais essayer de faire une reprise, donc j'accélère à fond. Ça reprend, mais c'est pas dingue. 110, 120. Et surtout, le niveau d'air que je me prends est juste absurde. Je suis assis très haut, j'ai l'impression d'avoir en fait la même sensation que sur certains super motards. J'ai quasiment aucune protection. Aussi bien au niveau des jambes, des bras, du torse. C'est pas une moto qui est conçue pour vous protéger sur l'autoroute, ça c'est une certitude. Par contre le moteur, lui, il rechigne pas, hein. Il avance tranquillement. Vous pouvez voir que au niveau de l'éclairage, ils ont mis quasiment des LED partout. On a un phare principal rond à LED. Et le propriétaire me disait que malheureusement, en termes d'efficacité de nuit, c'était pas dingue du tout. Les clignotants, aussi bien devant que derrière, sont à LED également. Et à l'arrière, vous pouvez voir également que les feux clignotants intègrent les feux stop. Bon, il semblerait que je sois sorti du nuage. Ici, ça a l'air d'être beaucoup plus sec. Donc on peut commencer à se repencher un petit peu. Ce moteur est plaisant, hein, et la moto globalement est plaisante, ça je tiens à le redire. Mais ceux qui s'attendaient à des performances dingues, non. C'est forcément beaucoup mieux que sur la précédente Himalayan 410, mais c'est toujours pas dingue. Si je dois comparer par exemple avec une autre moto qui est compatible à 2, si vous prenez une CB500X, la CB est bien plus performante. Allez, on va faire une dernière accélération. Donc vous voyez, quand on le demande, hein, on peut avoir des perfs, mais il faut garder à l'esprit que la puissance moteur est à 8000 tours. Donc il faut vraiment monter le moteur quasiment au max. En restant à mi-régime, les performances sont beaucoup plus modestes. Mais néanmoins suffisantes dans 90% des cas. Maintenant qu'on a vu les performances de cette Himalayan 450, parlons de ses aspects pratiques. Donc d'origine, vous pouvez bien sûr retirer la selle passager, ce qui vous permet d'atteindre quelques outils, mais il n'y a quasiment aucun rangement. Vous pouvez aussi démonter la selle conducteur, et ça c'est surtout pour régler la hauteur de selle. Et vous avez le petit porte-paquet à l'arrière. Mis à part ça, vous n'avez rien en termes de rangement. Si vous souhaitez rouler avec un passager, ça devrait être confortable. Néanmoins, pour la personne, la selle n'est pas trop petite et les repose-pieds ne sont pas trop hauts. Vous pouvez voir que d'origine, la moto est équipée d'une béquille centrale. Donc ça, c'est très très bien, déjà pour la garer, mais également pour faire l'entretien de la chaîne, par exemple. Et je vous en ai déjà parlé, on a une prise USB type C pour recharger votre dispositif, que ce soit smartphone ou autre. La consommation est bien sûr raisonnable, vu que c'est une cylindrée modeste. On a une conso à 3,7 litres au 100, ce qui nous donne forcément une bonne autonomie, vu qu'on a 17 litres dans le réservoir. Donc finalement, que retenir de cette nouvelle Himalayan 450 ? Déjà, si je devais vraiment me focaliser que sur un seul point, elle est pour moi bien meilleure que la génération précédente. Plus agréable, mieux équipée, plus performante, plus jolie également. Donc si comme moi, vous aviez un peu de mal avec la 410 à cause de ses performances, là sur la 450, il n'y a vraiment plus de problème. Et la bonne surprise, comme d'habitude avec Royal Enfield, c'est bien sûr le tarif. Celle-ci est vendue actuellement un petit peu plus de 6500 €, hors offre promotionnelle bien sûr.
qui la place assez bien par rapport à ses concurrentes. Surtout qu'en plus, Royal Enfield garantit ses motos pendant 3 ans. Bon, certains vont bien sûr me reprocher aujourd'hui de ne pas avoir fait de tout-terrain avec cette machine, alors que je me doute qu'une bonne partie d'entre vous achetez ce genre de moto pour ça. Vous voyez qu'aujourd'hui on a encore les pneus d'origine et ils ne sont pas du tout typés off-road. Donc je ne prends aucun risque, je ne vais pas abîmer cette moto toute neuve. Je laisse d'autres youtubeurs vous montrer les capacités de cette machine en tout terrain. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Himalayan 450. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et vous pouvez également utiliser cet espace commentaire si vous avez déjà testé cette machine, si vous avez un avis à donner concernant ce modèle, vu qu'elle est sortie maintenant il y a quand même quelques mois. Je tiens encore à remercier mon abonné d'être venu aujourd'hui malgré la météo cataclysmique afin que je puisse vous présenter ce modèle. C'était super sympa de sa part et je reprécise que l'ensemble des tournages sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez pouvoir tester en vidéo, prenez contact avec moi. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si le test vous a plu, pensez à vous abonner et bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Alors si comme moi vous n'êtes pas trop à affectionner les trails parce que vous les trouvez trop hauts, sachez que Royal Enfield vend aussi une version roadster de cette moto appelée la Guerilla, que j'espère d'ailleurs pouvoir tester très prochainement.